Petit récap des prélims donc, du week-end dernier. Quelques changements. Njoku s'étant retiré du combat, Budé est passé en prélim contre un nouveau venu que je ne connaissais pas. De son côté, Santos a eu des problèmes de santé, donc le combat a été annulé. Gurulé contre Osborne est passé en carte principale. Alors on va voir ce qui s'est passé du coup sur ces prélims. Bon, premier combat, comme j'avais dit sur la preview, rien de bien intéressant pour moi déjà avant. Alain Carr contre Demopoulos, c'était un pari entre deux simili-fraudes, j'ai envie de dire. Demopoulos réputé pour ses armbars en défense au sol. Bon, une fois qu'on sait ça, il n'y a rien d'autre à faire. Alain Carr qui a fait valoir cette fois-ci vraiment, qui a été championne du monde de JJB. Elle s'entraîne avec le coach et le mari de Lipski d'ailleurs. Et là, voilà, c'était simple, c'était 3 fois le même round. C'était quelques petits échanges, une minute à un debout, histoire de s'échauffer. Puis après, hop, amené au sol. Amené au sol, un peu hasardeuse, on l'a vu au premier round. Après, ça s'était un peu mieux passé pour le deuxième, troisième round. Et ensuite, contrôle au sol. C'est du contrôle. Demopoulos n'ayant aucune défense au sol, on l'a vu. Quelques rares tentatives de scramble. Mais voilà, c'est pas du tout se débrouiller. Donc voilà, c'était assez simple pour Alain Carr. Une fois qu'elle avait remporté son premier round, qu'elle voyait qu'elle voyait que c'était facile, elle a fait la même chose au deuxième round, sachant qu'entre les deux rounds, Demopoulos avait déjà quitté. On voyait que mentalement, elle n'avait pas de solution du tout par rapport à ça, qu'elle savait pas du tout comment elle allait pouvoir gérer ce combat. Donc voilà, ça s'est passé sur 3 rounds, 3 fois le même round. Les juges, donc unanimes pour Alain Carr. Demopoulos qui a affiché du coup. Et du coup, c'était quand même un 30-26, 30-27, 30-27 pour Alain Carr. Pas grand chose à retenir ici. Et après, du coup, c'était Satib Aliev contre Budé. Je connaissais pas du tout Satib Aliev. Faut dire que Budé, il aurait dû affronter Kuniev il y a quelques temps, ça ne s'est pas fait. Là, il aurait dû affronter Nzechukwu, qui en fait s'est retiré du combat. Satib Aliev a pris le short notice, il venait juste d'être champion à la LFA. Heavyweight, il était invaincu. Il arrive, il prend le short notice. Et s'entraîne à la team Alpha Male, apparemment. Donc voilà, alors que dire du coup de ce combat? On voit que c'était un short notice, c'était dur. Il y a une différence de carrure entre les deux. Budé, c'est vraiment un gros poids lourd. Alors que Satib Aliev, j'étais à 2 doigts de me dire, mais il aurait dû combattre sur la KT du dessous. Satib Aliev qui a montré de bonnes choses, on va dire, des bonnes combinaisons, des bons assauts. Là, il va tenir tête à Budé. Budé qui a fait un peu ce qu'on attendait de lui. Il n'y a rien de plus que ce qu'on avait prévu sur la preview. Alors des bons cal kicks quand même qu'on a pu voir en plus. On a vu ses uppercuts, on a vu qu'il allait chercher du coup à entrer dans la red zone. De très bonnes feintes de sa part, tout ça on l'avait vu. Il recule en ligne, on l'a vu aussi. Et les kicks, bien sûr, ça lui pose problème. Maintenant, voilà, ce clinch offensif tout le temps où il va jouer de sa puissance. On voyait quelques genoux. Là, il envoyait aussi des frappes, des frappes au corps, des frappes à la tête. Bon, il se fait renverser facilement. Là, on voit que Satib Aliev avait du mal au niveau de la fatigue au bout d'un moment à le renverser. Et voilà, ça ne menait pas trop à grand chose. Ce qu'on a pu voir effectivement, c'est une 2 plongeant de Satib Aliev qu'on pu un peu connecter des fois sur ce bras arrière. Mais malheureusement, il tentait trop de le répéter. Après, c'était vite absorbé dans la garde de Budé. À partir du deuxième round, on le voyait très clairement que Budé s'en protégeait très bien. Budé, de son côté, bien intelligent sur son bras avant, sur ses uppercuts également. Voilà, et sur ses gros calf kicks. On n'a pas trop vu de gros crochets du droit, mais c'est vrai qu'en contre, comme il a pu en envoyer avant, mais c'est vrai qu'en rupture, on a vu quand même des bons crochets. Ça se joue à pas grand chose, c'est serré, premier, deuxième round. Je vois qu'à la fin du premier round, Satib Aliev aura dû rompre la distance et maintenir une distance de frappe pour gagner l'avantage. Troisième round, il est clairement pour Satib Aliev, c'est sûr. Il connecte bien, à un moment, il fait même tituber Budé. Budé, par contre, ouais, effectivement, il emporte bien ce deuxième round. Il y a des bons moments du côté de Satib Aliev, mais voilà, au niveau des minutes, c'est pour Budé. 29-28 pour Budé, ça se tient. Chez les bantams, du coup, c'était Victor Henry contre Falcao. Un Victor Henry qui était parti favori contre un Falcao qui était, qui devait faire valoir son JJB, sa ceinture noire de JJB. On sait qu'il avait quelque chose qui pouvait permettre d'avoir une soumission là-dessus. 32 ans de son côté et presque 38 ans pour Henry. Mais voilà, en plus, on a vu qu'Henry, dernier combat, il se faisait facilement soumettre par Jourdain sur quelque chose d'assez téléphoné. Pour le coup, debout, ça va, il y a eu des bons échanges, on a vu ces bons crochets, des bonnes choses, surtout Falcao qui se défendait surtout partie haute, et du coup Henry qui pouvait s'en donner à cœur joie au niveau de la variation de ses frappes, d'aller chercher le corps, les frappes au corps, c'est très intéressant. Très peu de travail au niveau de ses kicks, Henry sur ce combat. Falcao, alors ça se rendait un peu coup pour coup, des fois c'est très intéressant, c'est parti en dirty plusieurs fois, et moi qui voyais Henry pas vraiment au niveau en termes de dirty,
Là, en tout cas, très bien réussi à s'en sortir. On l'avait déjà vu, ses body shots sont très solides. Là, Falcao s'est fait vite dépasser. Les phases où vraiment Falcao cherchait à aller au sol, Henry refusait au début, très clairement. Et puis Falcao se relevait, mais quand c'est Falcao qui tentait d'amener le sol, on l'a vu deuxième, troisième round, même si son coin lui conseillait surtout de rester à distance, de travailler sur les jabs et d'attendre pour contrer. Falcao avait beaucoup de mal là-dessus. Et au sol, c'était assez laborieux. En fait, Henry se défendait très bien aussi, il faut le dire. Mais voilà, cette ceinture noire de JJB, on voyait qu'il avait du mal à chercher à engager des soumissions, chercher à engager des menaces en fait au sol. Il se retrouvait assez facilement lui-même sur le dos. Donc voilà, après, on lui donne sûrement le deuxième round. C'est vrai que c'était très intéressant là-dessus, mais premier, troisième round vont de toute façon pour Henry. Henry qui sonne d'ailleurs Falcao sur le premier round. Rien de plus à dire. Henry toujours très compétitif. Falcao a montré trop de limites selon moi. Ça va être difficile pour lui pour la suite dans l'organisation. Et les limites sont surtout du côté du cardio. Le cardio, on savait que c'était quand même assez difficile pour Henry. Mais en eau trouble, il continuait d'envoyer du volume. On l'a vu au troisième round. Là où Falcao, on l'avait déjà vu, c'est combat précédent, deuxième round, les bras ballants. Là, voilà, à la fin du deuxième round, il avait plus de défense debout. Et ça s'est vu au troisième round où carrément il ne pouvait plus rien faire. Et Henry se moquait même de lui à la fin du troisième round en disant « Je peux me promener dans la cage, de toute façon tu ne fais plus rien, tu ne sais rien faire. » Voilà, ce qui a un peu énervé Falcao, mais qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui, tu fais rien quoi, troisième round, t'es plus là. Et retour chez strawweight féminine avec Lobumé contre Nunes. Donc la brésilienne qui cherchait à faire valoir son Muay Thai contre la thaïlandaise qui cherchait à faire valoir son jiu-jitsu brésilien. Allez savoir, pour ceux qui ne connaissent pas le MMA, c'est quand même un délire. Assez difficile de comprendre un petit peu ce combat. On va dire que Lobumé, ce qu'elle a montré de nouveau, c'est qu'au lieu d'envoyer ses kicks en fin de combinaison, elle les envoyait en début de combinaison. C'était intéressant à voir. C'est même montré explosive en premier round. Là où Nunes avait du mal, ça restait à kicking range, elle s'en sortait plutôt bien, mais elle n'envoyait pas de contre véritablement, elle n'arrivait pas à trouver ce qu'il fallait debout. Lobumé, en plus, avec son déficit d'allonge caractéristique, arrivait à rentrer vraiment son bras arrière, là où Nunes n'arrivait pas à rentrer ses jabs. Ça s'est passé un peu au sol et au sol, alors Nunes a montré, elle est à 0,4 en carrière, elle s'est montrée quand même assez compétitive. Et Lobumé, c'est pas qu'elle était sloppy, mais elle aurait pu, je pense, faire plus. On va en parler plus tard. Mais en tout cas, là, pour le coup, Nunes au sol arrivait très bien. Et Lobumé qui a la gestion au niveau des décisions, on sait très bien qu'elle peut l'emporter à la décision, elle sait comment faire. Elle aurait pu se faire avoir sur le contrôle au sol quand même de Nunes. Donc ça, c'est un peu à faire attention à ça. Surtout que Nunes, même si elle engageait mal ses tentatives de soumission, même si c'était pas verrouillé et tout, elle pouvait être scorée au niveau du contrôle. Lobumé, elle, de son côté, cherchait pas trop à s'en sortir, elle voyait pas de danger, donc c'était plutôt tranquille. De son côté, au troisième round, c'était différent, c'est Lobumé qui arrivait très bien à faire valoir ses espèces d'amener au sol en crochetant la jambe, en balayant la jambe, surtout sur des phases de clinch, et s'est retrouvé à un moment, donc troisième round, dans la garde, et Nunes essayait de la garder, évidemment, près d'elle, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, parce que là, du coup, c'est Lobumé qui scorait en envoyant quelques petites frappes de temps en temps. Donc voilà, ça se finit à décision. On a un 30-27, 29-28, 29-28, unanime du coup pour Lobumé. Mais voilà, le problème de ce que j'ai avec cette gestion, c'est que au niveau de sa carrière, si elle devait affronter un top 15 Lobumé, elle aurait dû faire quand même, et un peu sous-estimer son côté, si elle avait cherché un finish ou cherché à être un peu plus proactive, même si elle était très active dans la cage, mais en tout cas chercher vraiment un finish plutôt qu'une décision, ça pourrait la projeter un peu plus clairement sur le haut du classement. Un peu, pas vraiment chercher à se mettre en danger ou quoi. Elle a eu donc cette victoire. Nunes, je pense pas qu'elle reste dans le roster, mais elle passe à quoi, 6-6 en carrière en plus, Nunes. De son côté, du coup, Lobumé, oui, aller chercher une victoire, s'assurer une victoire sans prendre trop de risques, ça reste encore donc du coup sur un win streak, ça maintient son win streak, mais je pense pas vraiment que ça suffise pour l'assurer les bonnes grâces de l'UFC et lui donner vraiment tout de suite un top 15. Ça va être peut-être le cas, je dis pas le contraire, mais voilà, c'est sûr que ça fait pas flashy, quoi. Il n'y a pas de highlight, il n'y a pas grand-chose à vendre derrière, donc elle va rester, je pense... Mais peut-être qu'en fait, elle a montré aussi ses limites, peut-être que c'est moi qui me suis un peu trop emballé à son égard, et que finalement, voilà, ça sera top 15, pas plus pour elle. Combat suivant très intéressant, puisque c'était entre Rhys McKee et Fronza, chez welterweight. Donc d'un côté, Fronza, c'était son premier combat à l'UFC, il vient des Contender Series l'an dernier, où j'ai douté un petit peu de sa performance, puisque son adversaire était complètement out fin du premier round, donc il y avait juste à le finir, à le cueillir, ça s'est fait, donc voilà, mais
je me disais, bon, est-ce que ça vaut le coup ensuite là-dessus de trouver une performance extraordinaire et voir ce que ça pouvait montrer à l'UFC. Rhys McKee, de son côté, c'est l'inverse. Lui, il avait fait une session à 0-2 à l'UFC, il était viré. Il revient après avoir une bonne série au Cage Warriors, champion du Cage Warriors. Et du coup, là, il repartait sur encore 2 défaites à l'UFC avec Lyosa et Njokuani. Donc, c'était pas du tout les mêmes enjeux. McKee jouait sa place à l'UFC alors que Fonza, c'était son premier combat officiel. Comment ça s'est déroulé ? Eh ben, McKee avait un léger gros avantage d'allonge entre guillemets puisqu'il était à 78 et 73 seulement pour Fonza qui travaille plutôt sur des crochets là où McKee pouvait travailler sur les frappes directes et ça s'est tout de suite senti, ça sonnait directement Fonza. Très vite, on avait un Fonza qui était knockdown, qui avait du mal à se remettre parce que McKee se jetait sur lui pour enchaîner ensuite des combinaisons. Là-dessus, en fait, Fonza petit à petit quand même se remet et McKee va chercher encore une fois à le mettre knockdown. Officiellement, on compte 3 knockdowns, mais voilà, c'est le temps aussi que Fonza se remette. C'est sur les phases de clinch, par contre, que McKee, il est rentré sur les phases de clinch contre la cage pour ensuite ressortir. Fonza a pu trouver quelque chose au niveau de ses genoux, au niveau de ses coudes. Tout ne touchait pas. Par contre, Fonza, on a vu encore ses limites, comme on avait déjà vu. Fonza qui a tendance un petit peu à taper dans le vide. Il a du problème, en fait, avec son allonge qui est plus courte que là où vont aller ses frappes. C'est bizarre, mais voilà, des fois, il tape vraiment juste devant. La distance n'est pas bonne du tout. McKee, donc, sur 3 manières différentes, a quand même bien cogné au niveau de l'œil droit de Fonza. Déjà, dès le départ, donc, il y a eu un jab, il y a eu le premier coup, je crois que c'était un crochet du gauche, qui a bien connecté. Il y a eu ce jab sur le reculoir pendant que Fonza s'avançait vers lui, qui est encore bien connecté. Donc, effectivement, on le voit à la fin du premier round, Fonza qui a l'œil tellement gonflé, mais vraiment tout, on voit même plus l'œil, quoi. L'arbitre qui arrête le combat ici. Du coup, ce qu'on a pu voir d'intéressant, c'est que McKee profitait de voir en fait la garde de Fonza qui était ouverte vraiment sur les frappes directes. Donc il envoyait bien ses jabs. C'était vraiment, ça concordait directement entre son jeu, son allonge et la défense de Fonza. C'était là, c'est-à-dire qu'il s'était ouvert là-dessus. Donc autant qu'il se jette dessus sur ses frappes directes, sur ses crochets également. On l'a vu sur certains mouvements. Ça fonctionnait bien. Le problème, c'est qu'après, McKee ne ressortait pas forcément. Et on le voit sur la deuxième partie du premier round, Fonza en profitait. Il restait sur place, il envoyait des crochets en remise. Ça touchait très bien. Et McKee a mis du temps à s'adapter à ça. Il restait encore une fois, il rentrait et restait devant Fonza, qui ne reculait pas. Et il se prenait du coup les crochets en contre de Fonza jusqu'à ce qu'il trouve enfin le truc, pas forcément de ressortir, mais en fait, il esquivait simplement, il baissait la tête. Il faisait des mouvements de tête et voilà, il commençait à chercher à esquiver. Après, envoyer son 1-2 ou ses frappes, ça a mis du temps, mais voilà, il a réussi à s'adapter quand même. Donc c'est une bonne chose du côté de McKee. McKee qui a tout donné là, du coup, c'est bien. Je me demandais avec quel mental il allait arriver parce qu'il était très solide contre Lyosa, mais décevant contre Njokuani. Donc je me suis dit, quelle version on va avoir ? Une version combative. Il a dit après de manière très froide et très calme au micro de Michael Bisping qui était là pour rester à l'UFC. Et effectivement, là, il y a de quoi rester dans le roster, c'est le niveau UFC, mais il y a encore beaucoup de choses, je pense, à faire, à travailler. Espérons que il fasse le nécessaire pour avoir une bonne session par la suite. Ça, je suis curieux de voir quel adversaire ils vont lui mettre en face et comment va se présenter le prochain match-up pour lui. Fonza, je suis désolé, mais c'est vrai que j'avais déjà des doutes avant ce combat. C'est pas forcément confirmé parce qu'effectivement, là, c'est un docteur stoppage, il s'est pris des frappes directes. Je pense qu'il y a encore des choses peut-être à travailler aussi de son côté, mais il a montré quand même des bonnes choses. Au clinch, vraiment au contact, il s'en sort très bien. À la fin du round, on le voyait quand même anticiper les entrées de McKee. Il a quand même travaillé sur la lecture de son adversaire, donc ça peut être intéressant pour la suite. Tout n'est pas à jeter, quoi. Et juste après, on a retrouvé une autre combattante qui vient de Roumanie, Belbita, chez les flyweight femmes, du coup, contre Barbosa. Effectivement, Barbosa qui venait encore grande favorite, comme c'était le cas avant Cara Kate. On attendait déjà avoir une soumission au premier round, ça n'était pas été le cas contre Cara Kate. Voilà, là, cette fois-ci, de nouveau, les mêmes attentes. Alors, comment ça s'est passé ? Effectivement, Belbita qui essaie d'amener un maximum de volume, vraiment très active là dans la cage, essaie d'envoyer surtout des combinaisons de kickboxing avec ses kicks. On la voyait un peu tourner autour de Barbosa, des fois rester en face, c'était un peu malheureux parce que Barbosa a pu envoyer un direct du droit à chaque fois qui pouvait faire mal. Barbosa qui travaillait également avec son jab. On a vu des kicks partir de part et d'autre, alors beaucoup de coups arrivaient dans la garde de l'adversaire.
Il a fallu du temps à Barbosa à partir de la moitié du premier round pour développer un jeu un peu différent, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le jab, sur les frappes isolées, et ensuite chercher à combiner. Il faut savoir que Barbosa travaillait donc sur ce in jab out, là où Belbita l'attendait. Effectivement, Barbosa était obligé de ressortir parce que Belbita attendait avec une série de crochets en général, même des crochets au corps, hein. C'est vraiment des crochets très variés sur ces combinaisons qui pouvaient être très intéressantes, hein, sur les entrées de Barbosa. Et Barbosa ensuite qui continuait à persévérer, donc comme j'ai dit, deuxième partie du premier round, a envoyé non seulement une frappe isolée, mais une deuxième frappe ensuite, hein. Le 1-2 était très, très intéressant, très intelligent de sa part. Ça a surpris un peu Belbita qui tentait de nouveau de trouver quelque chose, mais elle commençait à être un peu surprise. Et Barbosa qui arrivait maintenant après avec les combinaisons de 3 frappes. Belbita un peu dépassée au niveau défensif. Elle ne savait pas trop comment réagir pour l'instant. Il a fallu du temps pour qu'elle s'adapte. C'était trop tard, hein. Barbosa qui la prend contre la cage et qui l'amène au sol, se retrouve très vite à lui trouver la full mount. Du coup, Belbita qui la plaque contre elle pour éviter de se retrouver dans une série de ground and pound et ne pas savoir comment trop sortir de là en scramble, surtout sur la ligne basse au niveau des hanches et des jambes. Vous voyez qu'elle n'arrivait pas à trouver quoi que ce soit de toute façon comme appui pour sortir de là. Barbosa qui appuyait vraiment de tout son corps. Et du coup, cette menace, hein, de se relever pour envoyer un ground and pound, elle s'en est servi Barbosa pour progresser et chercher cet arm triangle. À partir du moment où Belbita a voulu se défendre, hein, contre cette menace de soumission, Barbosa en a profité avec un petit coup, elle est passée sur le côté, elle a verrouillé très vite cette soumission. C'était fini, donc fin du premier round. Et c'est donc cette soumission premier round qu'elle a obtenue, enfin Barbosa, comme beaucoup de gens l'attendaient. Donc félicitations à elle. Belbita, ça peut être un peu plus compliqué pour elle pour la suite, même si je trouve qu'elle a montré quand même un bon round, elle a fait de bonnes choses, surtout ce volume, une défense correcte debout. Et Barbosa qui a réussi à progresser, hein, au fur et à mesure du round debout, a montré donc du coup qu'elle arrivait à s'adapter et à chercher stratégiquement à amener de bonnes choses. J'ai trouvé meilleur, hein, sur ce combat que sur ses combats précédents. Elle a confirmé effectivement que si son adversaire n'a pas un très bon niveau au sol ou en lutte, que ce soit en grappling, elle pouvait très bien la finir. Donc là, c'est le minimum requis pour affronter Barbosa. On verra quel sera sa prochaine adversaire. Voilà pour ce récap des prélims de l'Apex Murphy contre Emmett. On se retrouve bientôt. Passez une bonne semaine. C'était Carito Johnson pour le radar de l'UFC.